Monsieur Chassier, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sortons en effet d'une période particulière qui a vu le budget de la région passer de 1,4 milliard à 1,8 milliard d'euros dans le contexte de la crise Covid, du quoi qu'il en coûte, suivi par le plan de relance, avec une accélération du calendrier ferroviaire qui représente 46% de nos dépenses d'investissement, tout en bénéficiant de taux d'intérêt très favorables jusqu'à récemment. Et la modeste reprise de 2022 couplée à l'inflation a permis, au niveau de la région, une augmentation des recettes de fonctionnement de 8,5%, ce qui est exceptionnel à périmètre constant. Cela correspond à peu de choses près à la progression en volume du compte administratif. Au passage, on peut remarquer qu'il s'agit de recettes de la TVA, un impôt qui a toujours été dénoncé par la gauche comme un impôt injuste. Cela permet d'inverser l'effet ciseau constaté en 2021 et, de fait, l'épargne brute remonte à 16,1% des recettes de fonctionnement sans retrouver toutefois le niveau de 2019-2020. Mais cela permet au vice-président de nous dire en substance « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Cependant, le résultat de l'exercice, il faut quand même le souligner, est négatif de 8,95 millions d'euros. Il ne faut pas confondre avec le résultat de clôture qui est légèrement positif après utilisation du fonds de roulement, mais en très nette baisse par rapport à 2021. Et nous faisons tous le même constat, les régions ne maîtrisent plus leurs recettes et cette évolution positive de l'épargne brute n'est pas le fruit d'une meilleure gestion, elle est simplement conjoncturelle et elle n'augure pas l'avenir. Enfin, je le disais il y a un an et vous le confirmez, nous entrons dans une période d'incertitude avec un contexte économique plutôt inquiétant, sans parler de l'instabilité législative et réglementaire, avec un gouvernement sans majorité qui semble naviguer à vue, mais dont la trajectoire reste fixée par la Troïka, Union européenne, BCE, FMI. Quoi qu'on en dise, un pays dont la dette frôle les 3 000 milliards d'euros n'est plus entièrement libre de ses mouvements. Pour revenir au compte administratif, nous pouvons également observer que l'amélioration de l'épargne brute n'empêche pas une augmentation importante du besoin de financement de 158 millions d'euros, ce qui entraîne un recours à l'emprunt qui progresse de 36% et un endettement global, y compris partenariat public-privé et crédit beau, qui atteint 1,338 milliard d'euros et qui va encore progresser dans les années à venir. Il faut l'expliquer en partie par le portage de la dette liée à l'acquisition des rames TET, mais cela n'explique pas tout. Nous pouvons noter également que la majorité de l'emprunt nouveau a été réalisée par le biais d'émissions obligataires, ce qui garantit un taux fixe, mais pose le problème du remboursement à terme, qui viendra impacter les budgets futurs. Certaines collectivités qui ont un peu abusé de cette technique se sont trouvées confrontées à de sérieuses difficultés à l'échéance. Je pense à la ville de Tours. La dette au sens large atteint donc, je l'ai dit, 1,338 milliard d'euros, en incluant les crédits beaux et le partenariat public-privé, avec une capacité de désendettement qui s'améliore du fait de la reconstitution de l'épargne, mais avec beaucoup d'interrogations pour 2022, parce qu'évidemment, cette capacité de désendettement dépend beaucoup de l'épargne brute qui peut varier dans des proportions, plus rapidement que le niveau de l'endettement. Sur les taux de... Alors, je note toutefois qu'en intégrant la part Grenelle de la TICPE en recettes d'investissement, comme ça devrait être le cas, nous serions encore à 8,01 années de désendettement. Donc, nous sommes donc sur le fil du rasoir. Sur les taux de réalisation, je constate qu'ils sont d'autant plus élevés que nous sommes dans des dépenses contraintes, comme les lycées, les transports ou la masse salariale, par exemple, et cela traduit en partie la rigidité d'une part importante des dépenses face à des recettes que la région ne maîtrise pas. Un mot précisément sur la structure de nos dépenses qui traduit le poids respectif de nos politiques régionales, et cela a été évoqué. Il y a deux façons de présenter les choses, soit en prenant la répartition avec le tableau de synthèse des pages 5 et 6, soit en nous basant sur la répartition par fonction de la page 55. Selon cette dernière répartition, on constate qu'il y a deux blocs majeurs pour prendre les dépenses d'intervention. Les transports, 48% des interventions, et le deuxième bloc, c'est enseignement, formation professionnelle, apprentissage, pour 36,3%. Ce qui fait que ces deux masses budgétaires totalisées
représente 82,6% des interventions et tout le reste. En comparaison, l'action économique, c'est 5,3%, aménagement du territoire et environnement, 5,9%, culture, sport, vie citoyenne, 2,2%. Voilà, cela positionne l'importance en masse financière des différentes politiques. Alors, quant aux fonds européens, il faudrait pouvoir les ventiler parce qu'effectivement, on les retrouve dans différentes politiques. Sur ce point des fonds européens, nous pouvons constater encore une fois un retard persistant sur la consommation, donc à cause, c'est dit, de la complexité des dossiers, la lourdeur du processus, mais peut-être aussi parce que les objectifs qui nous sont imposés ne correspondent pas toujours aux besoins réels du terrain, aux attentes du terrain. Nous voyons par conséquent que nous sommes loin de la présentation du rapport d'activité qui met en avant 4 axes majeurs dont la traduction n'est pas évidente à retrouver dans les chiffres. Mais le fait que les transports représentent désormais 48% des interventions demande une attention particulière. On sait qu'en la matière, les dépenses de fonctionnement vont encore augmenter du fait de l'évolution des charges, mais aussi des offres nouvelles. Il serait important d'avoir une vision à long terme, notamment sur l'investissement au-delà du programme de renouvellement des rames TET. Les conclusions du Césaire sont à peu près les mêmes que pour 2021, avec les mêmes interrogations sur la solidité financière de la région et la nécessité, je cite, de re-questionner l'ensemble de ces politiques, ce qui n'est quand même pas une demande tout à fait anodine. Le fait que, dans les orientations budgétaires pour 2023, vous ayez choisi de faire l'impasse sur la trajectoire budgétaire illustre bien ces incertitudes et cette fragilité. Je vous remercie.